Une idée pourrie. Il est difficile de savoir ce qui vous frappera en premier lorsque vous passerez par l'une des grandes portes de la ville de Londres. En entrant par la nouvelle Newgate, vous aurez déjà dû faire face à l'odeur du marché de la viande à Smithfield, avec les animaux amenés sur le marché avant d'être abattus puis dépecés. Les déchets de tripes, d'abats et de sang étaient directement évacués dans la rivière Fleet et la Tamise. Un endroit incroyablement insalubre, sale et dangereux. Le vacarme des commerçants et du bétail rassemblé devait être assourdissant. Maintenant, vous marchez dans la ruelle puante, et sans surprise, l'odeur n'est pas beaucoup mieux, car ici, juste à côté du monastère des Greyfriars, se trouvent les Fleshambles. Espérons que la viande est fraîche, car la pénalité pour la vente de viande pourrie risquait de provoquer une odeur encore pire. Toute personne prise pouvait être punie en étant enfermée dans les pilories et en ayant sa propre viande pourrie brûlée sous elle. En novembre, 1319 William Sperling a été condamné pour avoir tenté de vendre 2 carcasses de bœuf pourri. 4 gardiens chargés de surveiller la viande ont remarqué que la viande de William était putride et toxique et que les vaches dont elle provenait étaient malades. Bien qu'au procès, William ait assuré au jury que le bœuf était bon et propre. En 1355, un cuisinier nommé Henry Walmsford a été accusé de vendre du veau qui était, je cite, « puant et abominable pour la race humaine ». Lorsqu'un client a acheté 2 chapons cuits dans une pâtisserie, il a décrit la viande comme putride et puante. Le cuisinier de la pâtisserie a été condamné au pilori pour cela. En 1281, Henry Whalley, le maire de Londres, a décidé que la viande et le poisson pouvaient être vendus dans l'espace ouvert près de chez lui, au milieu de la ville, qui était appelé les stocks, mais seulement là et pas sur les routes à proximité. La vente de viande et de poisson était réservée à des jours distincts, les jours de chair et les jours de poisson. En 1320, le bœuf et le porc de 3 bouchers ont été confisqués parce qu'ils avaient essayé de le vendre à la lumière des bougies. Toute viande à vendre ne devait pas être coupée après l'heure connue, vers 3 heures de l'après-midi, et toute viande déjà tranchée devait être vendue aux vêpres vers le coucher du soleil. On supposait que vendre de la viande après la tombée de la nuit signifiait probablement se débarrasser de viande pourrie en la faisant passer pour fraîche. Lors de votre séjour à Londres, vous trouverez probablement la viande que vous cherchez sur Duck Lane, Chicken Lane ou Cow Lane. Il paraît qu'on trouve de savoureuses tourtes guidées à la viande et des abats sur Pudding Lane et Bladder Street. Provoquant une odeur nauséabonde. L'odeur écœurante et sucrée des boutiques de fabrication de colle où les os d'animaux sont bouillis. L'odeur rance de la graisse animale brûlée pour fabriquer le suif des bougies et les brasseries, avec leur odeur de grains torréfiés, de levure maltée et de mou bouillant, sont quelques-unes des odeurs accablantes lors de votre promenade en ville. Les rigoles ouvertes ou les canaux qui courent au milieu des rues sont destinés à contenir les déchets et les détritus humains jusqu'à ce qu'ils puissent être emportés par la pluie. En 1348, le maire a donné à Johann Gildersberg, un poissonnier, la permission de faire une gouttière pour, je cite, « drainer l'eau des routes du quartier le long de Disbourne Lane jusqu'à la Tamise ». Espérons que votre visite n'est pas pendant les mois d'été, lorsque les déchets restent là à pourrir, à puer et à attirer toutes les mouches et les rats de la région. Avec autant de personnes vivant dans un seul mile carré, il va y avoir beaucoup de déchets provenant des magasins, des maisons et des étalagistes. La rivière Fleet, la zone à l'ouest du mur de la ville, avait tellement de déchets flottants qu'elle a effectivement cessé de couler dans certaines zones. Les moines des Whitefriars voisins, sur le site du monastère des Carmes, se sont plaints au roi Édouard Ier que les exhalations putrides étaient si mauvaises que, je cite, « elles avaient causé la mort de nombreux frères ». Et même l'odeur de l'encens ne pouvait pas masquer la puanteur. Jusqu'à ce que vous tombiez. Faire du shopping dans le Londres médiéval est un jeu d'enfant si vous savez où aller. Une fois que vous vous êtes remis du choc de la puanteur, il se peut que vos oreilles mettent du temps à s'habituer au bruit. Surtout si vous venez de la campagne, où la vie est beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. Les cloches de l'église sonneront, les marchands crieront leurs marchandises pour tenter les acheteurs, vendant de tout, du tissu aux poissons, des épices aux chaussures. Les jacassements et les bêlements des animaux et leurs cris lorsqu'ils sont abattus. Le bruit des chariots avec leurs roues de fer tirées sur les rues pavées, le cliquetis des outils du forgeron, les chants de prière provenant des 100 églises paroissiales qui existaient à Londres au XIVe siècle. Quelqu'un d'ivre, vomissant et tombant dans le caniveau en jurant abondamment, des disputes et des bagarres éclatant entre voisins et commerçants concurrents, tendus et entassés comme des sardines. Et n'oubliez pas les mendiants demandant l'aumône. Ce ne sont là que quelques-uns des bruits qui agresseront vos oreilles.
en parcourant les rues? La ville est densément peuplée, avec des milliers de maisons entassées à l'intérieur des murs, certaines atteignant jusqu'à 3 étages. L'étage supérieur de la maison avait généralement une mansarde, débordant dans la rue, probablement fait comme un moyen d'augmenter l'espace intérieur, sans empiéter sur la voie déjà étroite en dessous. Certaines rues sont si étroites que les gens pourraient se serrer la main à travers la rue depuis leurs fenêtres du haut. Méfiez-vous des résidents qui jettent le contenu de leur pot de chambre par les fenêtres, particulièrement tôt le matin lors de vos promenades. En bas, la visibilité est difficile, car les sommets des maisons bloquent presque totalement la lumière du soleil. Mais cela n'empêche pas les gens de vendre leurs marchandises depuis leur salon à partir de comptoirs qui donnent sur la rue. Vous devez également continuer à regarder le trottoir et faire attention où vous marchez, car la plupart des rues sont pratiquement des égouts à ciel ouvert et les trottoirs ne sont pas non plus très bien entretenus et ce sont les résidents eux-mêmes qui étaient responsables de toutes les réparations. En 1341, toute la paroisse de Saint-Bened à Wadworth a été condamnée pour avoir, je cite, « des trottoirs cassés et usés qui mettaient en danger les piétons et les cavaliers ». Vous ne voulez certainement pas tomber et vous casser un membre, car il n'y a pas d'hôpitaux modernes, et les antibiotiques ne sont pas disponibles si vous attrapez une infection. Être à cheval n'était pas beaucoup plus sûr que de marcher à cause des pentesses qui dépassaient. Des réglementations ont dû être adoptées pour qu'elles ne dépassent pas plus de 2 pieds et demi et qu'elles soient de 9 pieds au-dessus du sol pour éviter que les cavaliers ne se cognent la tête. Attention aux cochons en liberté qui se baladent. Techniquement, ils ont aidé à résoudre le problème d'hygiène en dévorant des déchets, mais ils pouvaient aussi être une menace dangereuse. En plus de renverser les gens, ils étaient aussi connus pour mordre. Les dangers du passage piéton? Les noms de certaines rues de Londres révélaient à quel point la vie était insalubre pour le piéton médiéval vivant en ville. Dirty Alley, Dark Lane, Dirty Hill et Foul Lane ne sont que quelques-uns des noms donnés et donnent un aperçu de la dangerosité que pouvaient représenter les routes. Avec l'étroitesse des rues, les chemins défoncés, les voies boueuses et sales, se promener dans le Londres du XIVe siècle n'était probablement ni une expérience agréable, ni parfumée. Espérons que vous ne seriez pas là pour témoigner des dangers de ces routes ou pour vivre les conséquences tristes et dures de la vie dans le Londres médiéval. Si vous aviez été dans le quartier de Cheap au lever du soleil le 24 mai 1339, vous auriez vu un petit garçon tragique nommé Johann Stollier. Âgé de seulement 7 ans et pauvre, Johann se soulageait quand il a été écrasé sous les roues d'une charrette. Un autre petit garçon nommé Ralph Mims conduisait le chariot à 2 chevaux qui transportait un conteneur d'eau. Johann a été tué sur le coup. Ralph s'est enfui bouleversé, abandonnant le cheval et la charrette. Non seulement il est tragique qu'un enfant de 7 ans ait dû se débrouiller seul dans les rues dangereuses, mais nous réalisons également qu'un enfant de 12 ans était contraint de travailler à l'aube dans une position qui dépassait manifestement ses capacités. C'est une célébration. Peut-être êtes-vous allé à Londres un jour précis pour pouvoir participer aux nombreuses célébrations. La foire de Saint-Barthélemy se tenait chaque été à West Smithfield depuis 1133 date, à laquelle le roi Henri Ier a accordé une charte pour la foire. Tenue pendant 3 jours sur le terrain du prieuré de Sainte-Barth et commençant toujours le 24 août, c'était une foire importante pour les marchands de tissus, bien qu'il y ait aussi beaucoup de divertissement et de rafraîchissement. C'est lors de l'une de ces foires, en 1315, que Sir William Wallace, le patriote et héros écossais, a été pendu, éviscéré et écartelé devant une foule immense. Faites attention lors de ce genre d'événements, car ils peuvent être remplis de pickpockets et les choses peuvent facilement dégénérer avec tant d'alcool consommé. En 1363, il y avait tellement de tumulte et de désordre à la foire de Saint-Barthélemy que beaucoup de gens menaçaient de ne plus y aller à l'avenir. Le roi Édouard III a dû promettre de prendre tous les commerçants sous sa protection spéciale, car l'absence des marchands, ce que Dieu nous en préserve, ferait tomber la foire à néant. Toute fête peut rapidement tourner au cauchemar. En 1396, le roi Richard II a ramené sa nouvelle épouse, la fille de 9 ans du roi de France, à Londres pour un accueil joyeux. Mais l'événement heureux s'est vite transformé en tragédie avec 9 morts dans la foule. Et un mot d'avertissement si vous décidez de passer la nuit à Londres. Vous entendrez les cloches sonner de Sorbet-Sio sonner dans toute la ville pour le couvre-feu, commençant par la cloche de Sainte-Marie-le-Beau à Bon Marché. Cela se produit vers 21h en été, mais bien plus tôt en hiver, parfois dès 16h. Désormais, les portes de la ville sont closes et chacun doit être à l'intérieur. Si vous êtes surpris dehors après que les cloches ont sonné, vous serez dans de beaux draps.
En 1301, 3 apprentis avaient monté dehors à boire et avaient manqué le couvre-feu. De retour chez leur maître, ils n'ont pas pu entrer et ont dû dormir dans la remise. Quand la garde les a trouvés, ils les ont tellement battus qu'un des hommes est mort. Chips les moins chers. Malgré ces spectacles écœurants, vous pourriez vous habituer à l'odeur et commencer à ressentir faim et soif. Dans le quartier de East Cheap, aujourd'hui Cheapside et Bread Street, vous trouverez de nombreux ateliers de cuisine où acheter une tourte à la viande et une chope de bière à un stand. À Cheap, les commerçants sont tous regroupés au même endroit. Tout l'espace est utilisé. En plus des vendeurs dans leurs salons, il y a des mini-marchés appelés cellules dans les ruelles. Avec des noms de rues comme Ironmonger Lane, Milk Lane, Wood Lane, Honey Lane et Roper Street, il est facile de trouver ce dont vous avez besoin. Maintenant que vous avez expérimenté certains des sites, sons et odeurs du Londres médiéval juste avant votre voyage à la maison, pourquoi ne pas passer à Aldersgate et ramasser un cadeau extra spécial pour votre bien-aimé de l'un des orfèvres là-bas, comme du velours ou du tissu de soie fine. Si le vin est leur truc, pourquoi ne pas se promener jusqu'à la Vintry Ward où abondent tavernes et caves à vin? Si l'argent manque, vous pouvez leur prendre une tourte à la viande, à seulement 5 pence. J'ai essayé cela une fois avec ma petite amie végane, et elle est maintenant mon ex-petite amie végane. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour une nouvelle. Santé!